l'appelait avant la ferme Saint-Charles. En 1640-1642, la compagnie de Beaupré instaure une ferme ici. Quand Monseigneur Laval va fonder le séminaire de Québec en 1663, il va devenir seigneur de la seigneurie de Beaupré. Il va remarquer les terres fertiles qui étaient ici. Et c'est là que va arriver l'appellation La Grande Ferme en 1667. Donc, à partir d'une petite ferme qui était ici, une maison, on va agrandir cette maison-là. Ça va être vraiment là, le centre de la vie communautaire du village, parce qu'on ne parlait pas de paroisse encore, mais quand même, en 1685, Monseigneur Laval va faire construire, à même son avoir personnel, tient-il des fois à mentionner, sur le site de la Grande Ferme, la première église de la paroisse. Donc, c'était vraiment, même au 17e siècle, dans le temps de Monseigneur Laval, c'était quand même une école d'agriculture. Dans certains livres d'histoire, on parle d'école d'art et métiers, mais c'est plus une école d'agriculture. Il y avait des jeunes qui étaient formés ici, donnés par leur famille jusqu'à leur majorité. Ils apprenaient un métier, à travailler la terre pour essayer jusqu'à leur majorité. Après ça, donc certains sont restés sur le site de la Grande Ferme. Donc on peut évaluer à peu près une cinquantaine de personnes, le nombre de personnes qui vivaient ici dans le temps de la Nouvelle-France, dans une maison qui était immense, avec des bâtiments aussi impressionnants. C'est sûr que l'assaut de l'attaque anglaise, la guerre de la conquête, va avoir des incidences sur l'importance de la Grande Ferme. Effectivement, parce que les Anglais vont passer ici avant de débarquer sur les plaines, la bataille des plaines au mois de septembre, le 23 août, ils vont débarquer ici. Il va effectivement avoir des saccages importants. Ils vont même aller jusqu'à tuer le curé de la paroisse qui a voulu défendre son église et sa paroisse. Vont tuer aussi 7 de ses paroissiens. Donc, c'est plutôt la guerre de la conquête à Saint-Joachim. C'est un petit côté exceptionnel parce qu'effectivement, tuer un curé, il y en a 2 qui sont morts lors de l'attaque anglaise des ecclésiastiques, celui de Saint-Joachim, puis un autre qui s'est fait prendre avec de Bougainville dans une embuscade à Québec. Donc, c'est la désolation la plus totale après la Grande Ferme. Et c'est là que la Grande Ferme va garder son nom, mais il va commencer à être diminué. Son terrain va être morcelé. Vont apparaître la ferme des Graves, la ferme des Coteaux, la ferme Valmont, la ferme de la Grande Pièce. Donc, le terrain va être vraiment diminué. Et on revient donc à la petite maison du début de 1642. Là, on répare du côté ouest. Ensuite, le séminaire de Québec, dans un désir de relance en 1866, va construire la maison dans laquelle, effectivement, se trouve actuellement le Centre d'initiation au patrimoine, la Grande Ferme. Pendant près de 350 ans, ça a été le garde-manger du séminaire de Québec. Il y avait aussi, à l'époque de la Nouvelle-France, il y avait la petite ferme qui était un petit peu plus au pied du Cap Tourmente. Il y avait la petite et la grande ferme. C'était vraiment par le fleuve, la voie de communication à l'époque. On acheminait tout ce qu'il y avait de produits ici pour nourrir les écoliers et les prêtres du séminaire de Québec. Les Anglais, après avoir perdu dans la bataille de Chute-Montmorency le 31 juillet, où les Anglais ont subi une cinglante défaite, Wolfe va dire à une partie de ses troupes de descendre sur le fleuve et de débarquer sur la rive nord. Il débarque à Baie-Saint-Paul aux alentours du 17 ou 18. Ici, il arrive le 20. Ils vont prendre possession des lieux. Le curé qui était ici avec les gens vont se réfugier vers le village et il va y avoir des négociations. Ils vont s'inviter mutuellement, vous comprenez pourquoi on veut défendre notre patrie, bien, etc. Mais le curé va mobiliser une centaine de personnes au village, puis il va contre-attaquer, et non loin de la Grande Ferme actuelle, donc à mi-chemin entre le village actuel et la Grande Ferme. Ils vont le tuer, ainsi que 7 de ses paroissiens. C'est la particularité. Philippe René Robineau de Portneuf, c'est quand même... il a été curé pendant 25 ans ici. Il devait avoir un certain charisme à l'époque pour mobiliser une centaine de personnes contre 168 soldats des Écossais. En 2014, nous avons commandé une étude de potentiel de la firme Artefactuelle qui avait déjà fait plusieurs interventions archéologiques sur le site. Et nous sommes arrivés au constat que nous avons plusieurs bâtiments associés là, à l'implantation agricole ici. Ce qu'on connaît, c'est la maison. On connaît aussi les vestiges de la chapelle qui sont très évidentes, mais en sous-sol, il y a plusieurs dépendances de 3-4 générations différentes. Des étables, une laiterie, une glacière, des latrines, etc. Et donc, ces éléments-là sont encore en place et puisqu'il y a eu très peu d'interventions physiques dans le sous-sol par le passé, bien, c'est dans un état relativement intact. C'est bien. Mon métier, c'est archéologue. Donc, on va faire des fouilles archéologiques, de l'inventaire, souvent de la surveillance des travaux mécaniques pour retracer les vestiges du passé.
Donc, on essaie d'étudier les mœurs, les habitudes de vie des gens qui ne sont pas nécessairement documentés dans les documents historiques, les archives. Souvent aussi, les pauvres vont être un peu délaissés dans l'histoire, analphabètes, beaucoup d'analphabétisme, donc on ne comprend pas vraiment toute leur vie, leur façon de faire, leur façon de se vêtir, leur façon de construire leur maison, de se nourrir. Donc, la fouille archéologique est un bon moyen d'aller rechercher des témoins de ces activités-là. Donc ici, je suis en train de creuser dans quelque chose qui a été créé en 1685. Donc on est venu creuser dans cette couche de sol ici. On voit que ça coupe. Donc on est venu creuser en forme de cuvette pour bien asseoir la base du mur. Donc tous les objets que je retrouve ici sont très précis dans le temps, ça date de 1685. Tantôt, je vais me reculer, je vais fouiller l'autre couche, et là, je vais me retrouver avant 1685. Le mur de la laiterie, dans le fond, se positionne au nord-ouest de la maison et c'était pour faire la conservation, pour un peu plus de fraîcheur. Donc, quand on est allé faire un inventaire, justement, l'été passé, on a découvert une toute petite partie. Donc, on a pu la positionner parce que souvent, on a des plans anciens, on est capable de faire des superpositions, mais après, il faut aller vérifier sur le terrain parce qu'il y a toujours une certaine marge d'erreur sur les plans, malgré les meilleures superpositions. Des fois, le plan est tout simplement une échelle qui est pas bonne ou tout ça. Donc, on va vérifier. Effectivement, on l'a retrouvé. Donc, pendant les travaux cette année de surveillance, on était capable d'avertir les excavateurs de faire attention exactement. Donc, ça amoindrit vraiment la perte de temps. On sait exactement où on va trouver des choses. Ça accélère le travail. Puis après ça, un coup c'est terminé, bien nous, il nous reste à documenter l'ensemble. Des sites ruraux au Québec, on n'a pas encore fait énormément de fouilles. On s'est concentré beaucoup dans les noyaux urbains. Veux pas, ça va avec les constructions. Donc, il y a beaucoup plus de constructions en ville qu'en région rurale ici. Donc, on a encore très peu de données. Et la ferme ici est exceptionnelle parce que c'est une ferme qui servait à nourrir toute une communauté de religieux de la ville de Québec, donc le séminaire de Québec. Et c'est très intéressant aussi parce que c'est un ensemble de bâtiments ruraux, mais construits de façon monumentale. Donc l'étable, la grange, tous les gros bâtiments sont faits avec des fondations en pierre maçonnée, donc facilement identifiables aussi quand on va creuser. Et c'est presque pas perturbé ici. Donc, à peu près partout où on va creuser, on est presque certain de trouver quelque chose. Donc, c'est vraiment un site à tout point de vue idéal. Puis en plus, bien, c'est beau. Mon rôle dans le projet en tant qu'archéologue, c'est de guider un peu les autres intervenants, soit architectes, entrepreneurs, le client ici qui est la corporation de la grande ferme, pour justement identifier des zones où le potentiel archéologique est plus important, puis des zones où c'est plus sensible et où on doit faire des interventions archéologiques au préalable pour aller documenter, pour pas que le patrimoine archéologique soit bouleversé par les travaux. Donc, on veut mettre aux normes la maison pour qu'elle perdure encore de génération en génération, mais on veut en même temps sauver le patrimoine archéologique de ce site-là qui est exceptionnel, qui est unique, puis qui est très, très riche. On a trouvé une plateforme qui menait à un four à pain, entre autres. On a pu documenter les fondations de la première maison qui date d'avant 1641, qui a été repris en 1685 pour faire les cuisines. Du côté est, on a trouvé les appartements des prêtres. On a pu documenter certaines pièces avec le plancher incendié, avec les traces de l'incendie de la conquête. Plusieurs objets ont été récoltés aussi, dont une petite paire de lunettes qu'on appelle des binocles, qui ont été trouvés dans la couche de construction de la maison de 1685. Ça a été trouvé dans la cour en avant qui servait de dépotoir à l'époque. Ici, il y a eu une étude de potentiel archéologique au départ pour justement identifier les zones plus sensibles où il pouvait y avoir des bâtiments anciens. Ça, on se base sur les plans anciens pour localiser ces anciens bâtiments-là. On savait qu'il y avait une laiterie, par exemple, à l'avant du bâtiment. On sait qu'il y a une étable et tout ça. Donc, on peut orienter après ça les travaux pour épargner ces vestiges-là le plus possible. Ensuite, avant les travaux, on fait un inventaire archéologique qu'on appelle. Donc là, on va creuser pour documenter, pour confirmer le potentiel, pour aller
tout enregistrer les données archéologiques avant que les travaux soient mis de l'avant. Puis, il y a la surveillance archéologique, comme un peu aujourd'hui avec la pelle mécanique. Nous, on va accompagner les travaux pour bien guider la pelle mécanique justement dans les zones moins sensibles. Puis, on va s'occuper d'enregistrer les données archéologiques qui sont mises au jour par la pelle mécanique. Donc, ce n'est pas un creusement qui va se faire rapidement, c'est un creusement qui va se faire délicatement, couche par couche, pour être certain qu'on puisse bien enregistrer les données. Donc, les travaux suivent leur cours, mais en même temps, l'archéologie se fait, donc ça ne fait pas arrêter les travaux. Mais ça, on peut se le permettre juste dans les zones moins sensibles du site. Les zones plus sensibles, là, on va aller faire des fouilles, des inventaires archéologiques au préalable. Ce qui est important ici, c'est le paysage, c'est l'histoire, l'archéologie, c'est quand même ici. Là, je vous parle de l'histoire de la Grande Ferme, mais je pourrais vous remonter encore à des temps immémoriaux, parce qu'effectivement, ce n'est pas les premiers à Port-Monsieur-Laval, c'est pas le premier à constater la richesse des terres ici.